Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve encore une fois ce matin pour notre émission Talk de ce mercredi 13 juillet 2016. Je reçois en studio deux nouveaux confrères. Ils sont tout nouveaux et c'est avec plaisir que nous accueillons dans cette émission. Le premier pour nom, Jean-Baptiste Atisso, il est le patron de l'agence Corps diplomatique Togo. Bonjour. Bonjour Junior et bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne du futur. Sans oublier les auditeurs de City FM 89.9 MHz. Absolument. Alors, notre second invité a pour nom Alassani Antarou. Il est le patron du journal Vérité des Peuples. Bonjour Alassani. Bonjour Junior, bonjour à tous les téléspectateurs de LCF et puis la chaîne, comment vous appelez, la radio City FM, autant pour moi. Ok. Alors donc, avec eux, nous allons donc parcourir deux ou trois sujets si on a le temps. Dans la deuxième partie, nous aurons un invité, c'est un avocat, Maître Sylvain Atomesson. Avec lui, on va aborder sur tous les sujets de la conférence nationale souveraine 25 ans après. Avant toute chose, comme d'habitude, nous allons suivre donc le jingle pour vous présenter la une des journaux. La une des journaux de ce mercredi 13 juillet 2016, nous commençons par le journal L'éveil de la nation. Programme d'urgence de développement communautaire PUDC, Faure Gnassingbé repousse les frontières de la pauvreté. Boycott de l'atelier du H-Crune par l'ANC. Premier faux pas dans l'aboutissement du projet de loi introduit. Désignation d'un nouveau chef dans le canton de Corvier et agitation stérile de certains individus. À qui profitent des accusations portées contre le DG-ADG. Dans les cas également ce mercredi, nous avons l'alternative. Violation des libertés au Togo, Amnesty International très active sur le cas des détenus de Mango. Réforme politique au Togo, l'UE renvoie le pouvoir RPT unir aux 22 engagements. Des élections sans démocratie en Afrique, un confrère français montre la voie à suivre à l'Union européenne. L'Indépendant Express est dans les caisses également. Nous pouvons y lire chronique Place Gnassingbé et Adema, provocation, mépris ou zèle. Présidence des chefs traditionnels du Togo, l'obsession éhontée de Nana Ané pour détrôner le chef Agokoli. Car à Pévon charge à Gwebo, le divorce est consommé. Président d'honneur de l'ISDI, le patriarche Gervais Djondo en fait consacré prophète dans son pays. Forêt sacrée de Glidji, la population barre la route à Nimanché et ses badauds. Toujours dans les cœurs ce mercredi, le triangle des enjeux de Jérôme Sossou. Nous pouvons y lire les déboires au sommet de l'État. Sina Lawson, la gouvernante Faure Gnassingbé, otage de certains officiers des FAT et des intérêts obscurantistes de l'intérieur. Témoignage et coup de gueule d'un baron des arcanes RPT Unir. Le H-Crune, l'atelier de réflexion, les réformes politiques, devoir de vérité envers le peuple. Quelle orientation Faure Gnassingbé veut-il donner aux réformes? Awanana, une personnalité très controversée pour une sincérité douteuse dans ses responsabilités. Kofi Yamyam sceptique sur les résultats du H-Crune, projet de réflexion sur les réformes, une nouvelle usine à gaz, interrogation donc dans la réponse se trouve dans le journal Triangle des enjeux et puis partenariat gagnant-gagnant. M-Afrique signe une convention avec l'université de Kara. Toujours dans les kiosques ce mercredi, nous avons le quotidien privé Liberté. Liberté titre à sa une, gestion des infrastructures communautaires, le chef canton d'Angoignivé accablé par des affaires de détournement de fonds. Décentralisation et élections locales, les intentions du gouvernement dévoilées par Payadoua Boubessi. Le processus toujours au point mort. Économie togolaise, note de conjoncture du premier trimestre 2016. Aggravation du déficit commercial, dette publique en constante augmentation. Le libéral de Fabrice Bédizi également dans les kiosques. À la une de ce journal, atelier national du H-Crune, réforme et régime politique au cœur des réflexions hier. La roue de l'histoire tourne sans l'ANC. Crise au quart et le dilemme cornélien de Jean Kissi entre Apévon le frère du village et Abouibo l'ami. Conseil de l'entente Faure Gnassingbé pour relancer la doyenne des institutions sous-régionales ouest-africaines. La symphonie est avec nous, Yves Gallet, le journal de Yves Gallet. Présidence du Conseil de l'entente Faure ou la confirmation d'un leadership.
Corvier, chefferie traditionnelle, décret du 22 juin 2016, retour du trône dans sa maison originelle, la famille Modjoro rétablie dans ses droits légitimes. Les contestations versent dans la diversion et le trucage de l'histoire. L'atelier Ashkrun, les travaux se poursuivent en toute sérénité sans le désordre des talibans absents. Retour en studio avec d'autres journaux ici, dont par exemple le Mania Libéré. Donc voici la une, le Mania Libéré avec nous ce matin. Le Mania Libéré qui titre Ashkrun, l'absence des boycotteurs, une goutte d'eau dans la mer. L'atelier bat son plein et accouchera des recommandations pour un nouveau visage de la constitution togolaise. 25 après la conférence nationale souveraine, le Togo toujours à la recherche de sa société nouvelle. Dans les cas également, nous avons le Messager, Chabouré. Le Messager titre à sa une réforme politique et institutionnelle au Togo. 5 jours au Ashkrun aux acteurs politiques et à la société civile togolaise pour envisager ce que sera le Togo de demain. Les partis membres de CAP 2015, les abonnés absents. Trafic d'influence, agression physique et verbale, etc. Voici la dame qui se dit protégée des ministres et officiers supérieurs à la retraite pour agresser impunément ses collègues de service. La DRH de la BOA, Madame Kouchava Georgette, a échappé de justesse à un lynchage il y a 2 semaines. Et puis voilà Fachine Akara, première édition, les attentes des organisateurs. Enfin avec nous, Vision d'Afrique. Vision d'Afrique qui titre Togo Atelier du Ashkrun sur les réformes. Les participants invités à se guider par l'intérêt général. Des réactions des différents leaders politiques qui ne rassurent pas. Président du Conseil de l'Entente, Fogna Singbe, élu pour 2 ans à la tête de l'institution. Reconnaissance à un digne fils du Togo, l'ISDI consacre le patriarche Gervais Jondo, président d'honneur. Le jingle et on se retrouve pour la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos confrères Alassane Antarou du journal Vérité des Peuples et Jean-Baptiste Atisso de l'agence Cœur Diplomatique Togo. Rebonjour chers confrères. Rebonjour. Alors on va parler de la conférence nationale souveraine 25 ans après. Une rencontre a réuni vendredi dernier à Nagora Senghor à Lomé plusieurs acteurs de la vie sociopolitique de notre pays pour commémorer le 25e anniversaire de la conférence nationale souveraine. Occasion pour ceux-ci de faire le point des acquis et échecs de cette grande rencontre nationale. Alors, on commence par qui? Alassane Antarou, quel est votre avis sur cette rencontre qui s'est déroulée vendredi dernier? C'est une rencontre qui m'a plu pertinente à telle enseigne que il faut reconnaître que depuis 25 ans que les Togolais se sont retrouvés pour passer au peigne fin la situation sociopolitique parce que vous vous rappelez que c'était la dictature de Yadema et il a fallu quand même. Et c'est sous la contrainte même que Yadema a permis la convocation de cette conférence nationale qu'on avait nommée souveraine. Et vous vous rappelez encore qu'à cette période, Yadema dit « J'accepte que vous retrouvez pour débattre de la situation sociopolitique à condition que je reste président de la République au cours de la transition. » Donc, 25 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un véritable fiasco ou bien c'est en somme une réussite? Moi je ne le dirais pas parce que aujourd'hui nous en sommes encore là avec le Ashkrun en train de discuter, en train de chercher des voies et moyens pour passer aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce que la conférence nationale souveraine avait déjà pris en compte parce que lorsque vous scrutez un peu de fond en comble les recommandations de cette conférence nationale, il est dit qu'il faut passer par des réformes constitutionnelles et institutionnelles pour l'enracinement de la démocratie. Vous vous rappelez que même à l'avènement de la démocratie, même avant l'avènement de la démocratie, c'est la France qui avait contraint ces pays africains à accepter la démocratie à travers la conférence de Bôle. Et c'est François Mitterrand qui avait au cours d'un discours dit à ces chefs d'État africains qu'il faut accepter la démocratie pour qu'ils aient ce qu'on appelle les financements. Donc Yadema étant entré dans cette dictature ne voulait pas libérer. Et donc les forces vives de la nation se sont retrouvées, ils ont débattu ensemble
de ces 24 ans que Yadima passait au pouvoir. Donc, cette assise qui a eu lieu aujourd'hui pour se remémorer un peu la conférence nationale souveraine, moi je salue, mais qu'est-ce qu'il en reste de cette conférence souveraine? Parce que nous sommes encore là en train de tourner en rond pour chercher les vents et moyens. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler, le HCOUN siège aujourd'hui et le HCOUN est en train de parler des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc, est-ce que nous avons passé tout notre temps? Parce que, rappelez-vous que c'est 51 jours que les forces vives de la nation se sont retrouvées pour débattre. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de cette conférence souveraine? C'est la question qu'il faut se poser légitimement. Sûrement qu'on en parlera avec un invité quand il viendra, on va lui poser cette question, on l'espère bien. Alors, Baptiste, comment as-tu trouvé la rencontre qui a eu lieu vendredi dernier pour donc faire le point, le bilan de la conférence nationale 25 après? Nous ne pouvons que saluer l'initiative prise par Maître Degli et ses compagnons pour rafraîchir la mémoire des Togolais qui n'étaient pas encore majeurs à l'époque, en 91, où la conférence se tenait, et aussi pour rappeler à ceux qui étaient présents, étaient majeurs à l'époque, mais qui ont peut-être oublié certains pans de cette rencontre historique que notre pays, le Togo, avait connue. Donc c'est le lieu de les remercier pour l'initiative, mais la question qui reste aujourd'hui posée, c'est de savoir quels sont réellement les acquis de cette conférence nationale souveraine. Et si on parcourt l'histoire, on peut dire que il y a eu tout juste au lendemain de cette conférence nationale souveraine la mise sur pied d'un gouvernement de transition qui était dirigé par Maître Kofigo, et qui a dirigé le gouvernement pendant disons un an et quelques un an et quelques mois. Et après cela, nous avions connu en 92 on avait connu le passage à la 4e République par le référendum qui a été organisé pour que les Togolais dans leur entièreté se prononcent sur la constitution de la 4e République, ce qui a été fait. Et je crois que ça avait pris en compte certaines recommandations qui étaient sorties de la conférence nationale souveraine. Et après ce référendum, on est passé en 94 à l'élection législative, qui était plurielle avec la participation de l'opposition à l'époque, le quart de Maître Agbouibo, l'UTD de Kodjo, Edem Kodjo, et puis CFN de Kofi Gwo à l'époque. Il y avait d'autres partis aussi, le PRI, c'est ça qui n'était pas quand même représentatif. Et donc, cette élection a permis d'avoir une composition cosmopolite au sein de l'Assemblée, et on peut dire grosso modo que cette élection était soldée par une victoire de l'opposition, avec le score réalisé par le quart à l'époque avec 36 députés. Et je crois que c'était vraiment une occasion d'or pour que l'opposition puisse quand même faire tout possible pour pouvoir changer la donne, mais suite à une incompréhension entre Maître Agbouibo et Edem Kodjo en ce qui concerne l'accès à la primature, tout a été capoté, et beaucoup de députés, on a connu je crois 2 ou 3 députés du quart qui, après leur entrée à l'hémicycle, ont retourné leur verse. Et on se rappelle du cas Alagbe Baïdje, Aïdam Tchénion, et aussi Abouda Moumouni de l'UTD au niveau de la région centrale. Maintenant, on revient vraiment au bilan aujourd'hui. Où en est-on après les 25 ans? Après les 25 ans, bon, l'objectif premier de la conférence nationale souveraine, c'est de parvenir à une alternance politique dans notre pays. Mais aujourd'hui, le constat est devant nous tous. On voit qu'il y a eu un véritable fiasco, parce que l'alternance qui est réclamée à corps et à cri par l'opposition n'est jamais arrivée. Et les acteurs sont là aujourd'hui à tourner en rond, et la population aussi réclame réellement cette
attenance, mais c'est une peine perdue. L'attenance n'est pas tant souhaitée depuis la conférence nationale n'est pas arrivée, et on attend de voir si les démarches dans les jours à venir vont aboutir à cette alternance. Le premier coup porté aux acquis de la conférence nationale, c'est la modification de la constitution de 92 en 2002. Et c'est ça qui nous conduit jusqu'ici et qui conduit aujourd'hui encore à faire les ateliers pour demander à refaire les réformes, parce que la constitution avait tout prévu, mais elle a été modifiée unilatéralement en 2002. Alassane. Oui, il faut dire que en fait, moi je voulais un peu remonter juste quelques secondes après la conférence nationale. Vous vous rappelez qu'en 93, il s'est agi d'aller aux élections présidentielles. Et l'opposition avait boycotté. Il y avait cette politique de boycott qui a fait que Yadema avait pris ce qu'on appelle le bête de la poêle, le poil de la bête. Et en somme, il est revenu en force. Il a fait encore 5 ans. Bon, en 94, vous vous rappelez qu'il y avait une élection législative et que cette élection législative-là a donné toute la primauté à l'opposition de revenir. Bon, moi je me dis que l'erreur provenait déjà de la présidentielle, parce qu'il y avait des prétextes comme quoi les conditions nécessaires pour une élection transparente n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, il faut dire avec une certaine clarté que c'est ça le boycott qui fait qu'aujourd'hui nous sommes encore là où nous sommes. Si l'opposition en 2002 avait pris part aux législatives, je ne suis pas sûr. Oui, aux législatives en 99. En 99 d'abord. Et maintenant, il y a eu les élections anticipées en 2002. Et donc, l'opposition n'avait pas pris part. C'est ce qui a fait que ça a donné libre cours à l'Assemblée monocolore, à charcuter encore cette constitution, et nous en sommes là. Alors qu'en 92, vous vous rappelez quand même que en 92, la population a plébiscité largement la constitution. Et c'était la 4e République. Ben, c'est le même général Yadema qui avait demandé à la population de voter massivement oui, qui 10 ans plus tard a décidé de modifier la même constitution. Il y a un paradoxe, il y a un problème. Non, mais si vous parlez de paradoxe, c'est le jeu politique. Et Yadema peut-être était dans une stratégie politique. Et l'opposition devait jouer franc jeu. L'opposition n'a pas voulu jouer franc jeu parce qu'ils se disent qu'il y a des stratèges qui étaient là et qui pouvaient les bloquer à ne pas remporter une certaine majorité. Mais essayer était en fait une occasion pour que l'opposition revienne en force. Et l'opposition n'avait pas de force à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est ça qui a permis au RPT à l'époque de modifier cette constitution. Alors que cette constitution, si effectivement, bien sûr, c'est Yadema qui a demandé au peuple de plébisciter à une majorité. C'est vrai, parce que Yadema voulait une légitimité au regard de la communauté internationale. Vous vous rappelez que le pouvoir de Yadema était un peu à la traîne, comme quoi il était dans un viseur. Donc il fallait organiser, et c'était très difficile pour Yadema de comprendre qu'il faut organiser pour une première fois une élection pluraliste où toutes les forces vives de la nation devaient y participer. Donc moi je crois qu'il y a cette erreur de l'opposition qui a adopté cette politique de boycott, ce qui a fait qu'aujourd'hui nous en sommes là. Et voilà le H qui est là, on boycotte encore, on en reviendra à coup sûr. On aura le temps d'en parler, mais je rappelle qu'après la présentation de 98, il y a avait donné sa parole de militaire devant Jacques Chirac et Salomé, qui ne se représenterait plus à la présentation de 2003. Mais il a monté la constitution 3 ans plus tard pour se présenter en 2003. On va parler d'un autre sujet, c'est Kofi Yamyam qui est sceptique sur les résultats de l'atelier du H-Crune. Projet de réflexion sur les réformes une usine de gaz, c'est donc le titre d'un communiqué de presse publié hier par Kofi Yamyam de Sursaut Togo. On y lit par exemple, depuis 1990, le pays est sur la brèche. Les négociations suivent les accords et les engagements. Les commissions se suivent et se ressemblent. Le Togo en est à son 26e dialogue inter-togolais. Pour rien. Bref, Kofi Yamyam rappelle tous les accords conclus depuis 1990 qui n'ont abouti à rien. Alors, quel est le commentaire que vous faites sur sa sortie? Bon, je crois que sa sortie vaille la peine parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays avec les recommandations de la CVJR
ou bien si on doit remonter l'histoire avec l'accord cadre de Lomé qui a été signé en 99, il y avait, je crois, une dizaine de recommandations, parmi lesquelles il y avait quand même la réforme de l'armée, les autres services de sécurité, la révision du cadre électoral, les réformes institutionnelles. C'était prévu depuis 99. Mais à part l'APG, il y avait eu les 22 engagements que le gouvernement avait souscrits à l'Union européenne en avril 2004. Et à part ça, ça en est suivi après le décès de Yadema en 2005, il y avait eu en 2006 l'APG qui avait fait des recommandations, et après 2006, il y a eu 2009 la CVJR. Tout ce processus, on l'a suivi. Le CPDC, les CPDC 1, 2, 3, etc. Vous voyez, avec ces qualificatifs. Donc, tout ça là fait qu'aujourd'hui, on est dans un imbroglio total où chaque fois on crée des commissions, on fait des recommandations, mais le nœud du problème aujourd'hui, c'est la mise en œuvre des différentes recommandations que les différentes commissions, les cadres créés, tout ça là, c'est la mise en œuvre des recommandations de ces différents cadres ou bien instruments qui sont mis en place par le même pouvoir qui est là depuis des années. Donc aujourd'hui, quand Kofi Yamian, depuis sa résidence parisienne, dit qu'il est sceptique, je crois que ce scepticisme est partagé, parce que au pays même, il y a des grands partis de l'opposition, notamment l'ANC et ses camarades du CAP 2015 qui ont boycotté l'invitation du Ashkroun. Et je crois que on peut leur donner raison quand on se réfère à ce parcours que nous avons connu depuis 1999 avec les différents accords et instruments qui ont été adoptés par le gouvernement, qui ne sont pas mis en œuvre. Alors, sur ce, Togo dénonce, je cite, le présent simulacre qui n'a pour objectif que de flouer une fois de plus le peuple togolais et d'enfumer la communauté internationale et les bailleurs de fonds. Commentaire? Oui, et moi je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui au Ashkroun, c'est normal que les gens mettent un peu du scepticisme, parce que au regard de tout ce qui s'est passé depuis 1999 avec les 22 engagements, il y avait déjà ce qu'on appelle 10 points que l'opposition avait arrachés. Il y avait 99, c'est l'accord cadre de Lomé. L'accord cadre de Lomé. Après l'accord cadre de Lomé, il y a eu les 22 engagements. Donc, si les gens restent sceptiques, c'est normal. Mais je crois que le scepticisme de Kofi Yamiam, à mon humble avis, c'est du fatalisme. Excusez-moi pourquoi je le dis. C'est que qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on ne peut pas aboutir à des réformes consensuelles? Parce qu'aujourd'hui, c'est élargi. Et le Ashkroun, c'est élargi. Il y a la société civile, il y a l'administration, il y a la jeunesse, il y a les partis politiques. N'en déplaise s'il y a certains qui ont boycotté. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même un fil conducteur. Il faut comprendre que effectivement, il y aura quand même des recommandations au sortir de ces assises. Mais ces assises, maintenant, c'est l'applicabilité qui fait que les gens restent sceptiques. Est-ce que en 2009, lorsque lorsque Faure Gnassingbé avait créé la CVJR, il n'y avait pas eu des recommandations, 68 au total. Est-ce que ces 68 recommandations-là ont été appliquées? Voilà un peu pourquoi les gens restent sceptiques. Mais je crois qu'au regard de tout ce qui se passe là-bas, parce que Awanana, rappelez-vous à l'ouverture, a dit qu'il faut reconstruire les préjugés. Il y a trop de préjugés sur les accords. Ou bien, il n'y a pas une certaine franchise de la classe politique qui fait que souvent on signe ces accords-là et ces accords-là restent à volo, restent sous les tiroirs. Donc, il vaut mieux qu'aujourd'hui, on reste un peu optimiste. Moi, à mon humble avis, il faut rester optimiste parce que je crois que c'est du sérieux qui est en train de faire là-bas et que quelles que soient les circonstances au sortir de ces assises, sûrement que ce qui va accoucher serait pour le bien de toute la population. Alors, nous pensons très sincèrement que l'ensemble de cette usine à gaz montée sous forme de poupée russe et qui n'a jamais rien donné depuis 50 ans, comme nous venons de le démontrer, ne donnera aucun résultat tangible. Il organise seulement et exclusivement la fuite en avant d'un pouvoir qui ne veut surtout rien changer. Et ce n'est pas la récente prise de position du chef de l'État en Allemagne qui nous fera changer d'avis
conclut Kofi Yamyan. Peut-être on y reviendra dans les jours à venir. Alors on va passer à un sujet de société que j'aimerais qu'on évoque vraiment. Alors l'information donc est rapportée par le quotidien privé Liberté de lundi dernier. Les populations de Keta, Honlokwe dans le Vaud se sont cotisées environ 19 millions de francs CFA, surtout avec l'aide de la diaspora, pour construire un dispensaire que les autorités ont réceptionné. Mais un an après l'inauguration, il n'y a toujours pas d'infirmiers affectés. Dans le centre du cours, le dispensaire n'est toujours pas opérationnel. Jean-Baptiste Atisso, c'est scandaleux. Vraiment. C'est vraiment scandaleux parce qu'on ne peut pas comprendre que ces initiatives locales qui devraient être saluées et encouragées par le gouvernement soient quand même délaissées de la sorte. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Nous crions, même ici à Lomé, que les soins de santé, les services, les structures ne sont pas à proximité des populations, ou bien les soins qui sont administrés ne sont pas adéquats. Et voilà que des populations de l'intérieur ont compris la nécessité d'avoir auprès d'eux, du moins, un centre de santé, et cette initiative qui devrait être saluée par le gouvernement. Et voilà que... Ils ne veulent qu'un infirmier qui construit. Ils veulent un infirmier pour faire les soins. Et depuis un an, il n'y a pas d'infirmier. Ça ne se comprend pas. Et ça ne se comprend pas. Et je crois que c'est le lieu de tirer la sonnette d'alarme auprès des autorités pour que, au moins, qu'on puisse se dépêcher dans les plus brefs délais le personnel soignant pour que ces populations-là puissent avoir accès aux soins convenables. Oui, moi j'ai eu l'information, vraiment, j'avoue que j'ai été tellement abasourdi parce que nul n'a le droit de mettre la vie d'un être en danger. La santé avant tout, c'est grâce à cette santé-là que nous nous sommes retrouvés ici pour débattre. Donc, et il semblerait que c'est depuis septembre 2015. Septembre 2015, ça fait déjà un an pratiquement. Bon, et selon les informations, c'est les ressortissants même qui ont fait des efforts pour construire ce dispensaire. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est l'accompagnement qui manque. Alors que, selon les mêmes infosources, il semblerait que les autorités auraient déjà promis aux populations qu'il y aura des infirmiers qui vont arriver. Mais depuis ça tarde, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je crois qu'on ne doit pas blaguer avec cela et que, en fait, c'est le lieu ici, à travers cette chaîne, de l'ancien appel pressant au gouvernement que le plus tôt sera le mieux. Il faut qu'on trouve des infirmiers pour sauver cette population. Parce que les gens continuent de mourir. Parce que là, pour aller à l'hôpital, il faut aller à pied environ 10 km pour retrouver le dispensaire qui est plus proche. Et là, j'avoue que la population se plaint et ils ont dû lancer un coup d'appel et les conférences sportives voir. Et c'est vraiment triste ce qui se passe sur place. Maintenant, ça dit, est-ce qu'on demande déjà à la population d'aller encore se cotiser pour engager un infirmier à qui ils vont payer comme on le fait avec les édiles, les écoles d'université locales? Je crois que normalement le gouvernement ne devrait pas laisser les populations à leur triste sort. Et cette initiative, c'est rare de trouver de pareil dans les villes de l'intérieur, dans les coins les plus... C'est vrai qu'on voit les édiles, mais les dispensaires, c'est rare. Oui, c'est rare. Surtout, on sait que dans les villages, les populations se recrutent des enseignants volontaires qui amènent à donner des coups de pouce. Avec des bols de maïs, des paiements en nature. C'est ça. Donc, c'est le lieu de dire que les infirmiers ou bien les agents de santé ne sont pas à la portée des populations comme on peut trouver les enseignants. Donc, il faudrait un personnel vraiment qualifié pour donner des soins appropriés. Donc, c'est le lieu d'insister là-dessus. Le gouvernement doit tout faire. Il y a des gens qui sont formés dans nos universités à gogo. Il y a des infirmiers qui sont au chômage. Donc on peut recruter facilement des agents pour desservir cette population de Vaud qui a quand même pris une initiative qui est vraiment salutaire. Alors je rappelle que ça se passe à Keta Honlokwe dans la préfecture de Vaud. Nous allons marquer une pause. Notre invité est déjà là. Derrière la pause, on reçoit notre invité, Maître Sylvain Atto-Messon. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc,
passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, Maître Sylvain Atoumessan. Il est avocat à la Cour. Bonjour, Maître. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Ok. 8 juillet 1991, 8 juillet 2016, ça fait 25 ans que la Conférence nationale souveraine a regroupé toutes les couches sociopolitiques du Togo pour plancher sur les problèmes qui minaient le pays à l'époque. 25 ans après, vous êtes retrouvés entre vous, vendredi dernier, à l'Agora Senghor pour faire le point. Alors, d'abord, quel souvenir vous gardez de la Conférence nationale souveraine? Merci de m'avoir invité à replonger dans ce qui a constitué pour notre pays un rendez-vous historique que je suis fier d'avoir vécu, parce que c'est une génération, la nôtre, a eu le privilège de vivre cela, et il est regrettable que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs n'aient pas une connaissance approfondie de ce pan entier de notre histoire. Donc 25 ans après, le CACIT et un certain nombre de gens se sont réunis pour commémorer les 25 ans. On aurait pu le faire tous les 10 ans ou tous les 5 ans pour permettre aux populations, aux jeunes de savoir ce qu'a été la conférence, ses inconvénients, ses avantages, ce qu'elle a pu apporter à notre société. Et donc le souvenir que moi je garde, c'est que vous savez que j'y ai joué un rôle important, tant plus que en tant que jeune sorti à peine de l'université, j'avais été le rapporteur de la sous-commission droits de l'homme et liberté publique de cette conférence. Et je garde en souvenir l'interpellation que j'avais opérée par rapport à mon frère Issifou, qui est mort dans les geôles de Agombio, et le prélat, président du présidium qui interpellait, Abilebou, ne répondant pas, il lui a dit si Abilebou n'est pas là, Okadapéou n'a qu'à parler. Ce sont des souvenirs que l'on peut garder de ces moments particuliers de l'histoire de notre pays. Et la conférence nationale a fermé une page et ouvert une autre, qui malheureusement ne s'écrit pas en des lettres d'or dans notre pays, parce que j'ai suivi tout à l'heure une partie de vos débats, nous sommes encore dans une phase de balbutiement. Mais il ne faut pas perdre de vue que la conférence nationale a créé des espaces de liberté énormes. S'il n'y avait pas eu la Commission nationale des droits de l'homme, les rencontres que nous avions eues, les soulèvements en faveur du renouveau et surtout ces assises nationales, il ne serait pas possible que nous soyons encore ici, parce que beaucoup de choses ont pu être obtenues à la conférence nationale. Des dérives, certes, un certain nombre de dérapages ont faussé la dynamique que les initiateurs, aussi bien le pouvoir que ceux qui l'ont réclamé, ont voulu donner à cette conférence nationale. Aujourd'hui, on pense qu'il faut corriger les erreurs du passé, notamment en considérant que la Constitution de 1992 est l'émanation des agitations de la conférence nationale, mais en même temps, il faut se dire que nous avons pu apprendre la parole, nous avons pu apprendre à voir notre société, notre pays autrement, parce que il ne faut pas perdre de vue que nous sommes de la génération des marches de soutien, la génération des sorties pour accueillir les chefs d'État, des motions de soutien et tout. Nous sommes cette génération-là. On la revendique. C'était la génération dorée où il fallait aller lire des motions pour prendre de l'argent. Mais aujourd'hui, cette facilité que nous avions a parfois déteint sur notre société. Et nous avons une jeunesse qui a une mauvaise conscience du travail bien fait. Et donc à la conférence nationale, parce que ces assises nationales ont permis de diagnostiquer le mal dans tous les domaines de notre pays. Ce n'était pas seulement un débat politico-politicien, mais nous avons pu faire
le bilan de notre économie, de l'éducation, de la santé, vous parlez tout à l'heure d'un hôpital, de la santé, de la prise en charge des malades, des droits économiques, des droits civils, politiques. Nous avons fait un état des lieux. Mais les conclusions sont restées lettres mortes. Personne n'a jamais été exécuté. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est l'échec de la transition qui a entraîné ça? Oui, la conférence nationale avait préconisé des états généraux. Je me souviens que j'ai été le rapporteur des états généraux de l'agriculture qui ont eu lieu à Palimé. J'avais été également le rapporteur de la commission qui a été mise en place pour la rétribution des terres qui ont fait l'objet d'expropriation lorsque j'étais au ministère des droits de l'homme. Mais c'est vrai que au début, les recommandations avaient commencé à être mises en place. Mais je crois, à la limite, c'est la remise en cause des institutions de la transition qui a entraîné cette déperdition. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a pris en otage les membres du Haut Conseil de la République. Le gouvernement Kofigo, que j'estime être un des gouvernements les mieux équilibrés, même si c'était un gouvernement des vainqueurs, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est aussi l'une des insuffisances de la conférence nationale. Des gens ont voulu en découdre forcément avec le chef de l'État d'alors, ont voulu l'enterrer vivant, alors que c'est lui qui a facilité un certain nombre de choses. Il ne faut pas se le dire, on a beau marcher dans la rue, on a beau faire un certain nombre de choses, il n'avait pas accepté un certain nombre de choses. Peut-être qu'il n'est pas allé aussi loin que Kérékou l'a été au Bénin, mais il a facilité un certain nombre de choses. Et comme nous avons beaucoup souffert, parce que nous avons fait, certains de nous ont fait des études sans avoir eu de bourse, nous avions des difficultés lorsque nous finissons les études à ne pas trouver du travail. Donc, il y avait beaucoup de passion dans la salle. Et donc cette passion-là, et puis nous avons été entraînés par certains qui sont arrivés, les venus de France, voilà, qui ont entraîné les gens dans leur sillage sans savoir. Aujourd'hui, tout ce monde-là sont rentrés dans les rangs. Certains sont morts, d'autres sont rentrés dans les rangs. Ils ont même été ministres de Yadema ou de Fort. Donc vous voyez, ce sont les atavismes de cette conférence nationale, parce que on a manqué à un moment donné de consistance et de conviction dans l'intérêt national. Des gens se sont mis à faire des calculs politiciens, à penser à des postes, à des rétributions, et sans se soucier des souffrances des populations sur lesquelles nous avons obtenu de haute lutte et avec beaucoup de conviction la convocation de cette conférence nationale. Donc je pense que, comme vous avez dit, les recommandations, les résolutions de la conférence nationale, pour la plupart, sont restées dans les tiroirs. Non, il y a eu une avancée notoire. Nous avons fait des plans de développement économique qui ont été repris aujourd'hui par le gouvernement en place, mais pas avec les mêmes moyens, avec les mêmes méthodes. Mais je pense que ces grandes recommandations sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la santé, sont dans les plans quinquennaux, les plans généraux, les programmes généraux que nous vivons aujourd'hui. Sauf que il y a la forme et il y a un certain nombre de choses à régler. Nous ne pensons pas que la conférence nationale ait été totalement une mauvaise chose, un rendez-vous raté. Mais comme on l'a dit hier, et comme dans un affrontement, il y a eu à un moment donné les gens qui ont pris le dessus. Le rapport de force a donné un certain nombre de privilèges et de pouvoir à ceux qui voulaient le pouvoir. Ils l'ont mal utilisé parce qu'ils n'ont pas su, en même temps qu'ils avaient ce pouvoir, ils n'ont pas su amener les autres qu'ils combattaient à rentrer dans le rang pour créer un consensus. Donc c'est ce consensus-là qui manque. Vous voyez même l'opposition togolaise aujourd'hui, elle est émiettée, elle est divisée, elle a été reprise. Surtout à l'approche des élections, on ne la reconnaît plus. Au temps du code du phare, nous étions soudés. Nous étions mus par un seul objectif, c'est le changement. C'est de faire de notre... Non, pas forcément l'alternance. L'alternance n'était pas dans notre esprit. C'était de faire en sorte que nous vivions dans une société de liberté, de justice sociale.
et de la préservation du patrimoine national et de l'intérêt général. Nous étions mûrs. De toute façon, moi je n'ai jamais voulu avoir le pouvoir, de quelque manière que ce soit, mais j'estime que lorsqu'on vit dans une société libre, où on peut s'exprimer, on peut aller et venir, on peut dire ce qu'on veut, on peut obtenir ce qu'on veut, ça suffit pour la plupart des gens. Ce n'est pas tout le monde qui veut être ministre dans ce pays. Ce n'est pas tout le monde qui veut être préfet. Ce n'est pas tout le monde qui veut être ci, ça. Il faut que nous ayons le minimum. Plus de liberté, que nous ayons le minimum. Que nous ayons le bien-être. Aujourd'hui, notre pays est encore classé parmi les pays où les gens, le bien-être n'est pas la chose à mieux partager. Et oui, ça c'est ce que l'on peut considérer comme les ratés de la conférence, parce que nous avons mis le doigt sur ces misères communes, générales dans notre pays à cette conférence nationale. On avait, et même donné les indications, permis aux gens d'avoir les éléments de travail. Des plans avaient été échafaudés. Aujourd'hui, on a l'impression que nous avons raté le coche. Et c'est dommage pour notre pays. Alors, maître, avant la conférence nationale, il n'y avait pas de parti politique, mais la lutte a abouti aux acquis. Alors, comment expliquer le fait que aujourd'hui, ça ne prend plus? Alors, est-ce qu'il faut encore un mouvement citoyen pour déclencher les choses? Oui, nous pensons, c'est pour ça que moi je ne me suis jamais inscrit dans un parti politique, parce que à la limite, on avait l'impression que c'était des mouvements sectaires autour de certains gourous qui avaient les moyens, qui avaient des idées, qui rassemblaient leurs copains, un certain clan de famille pour se constituer en parti politique, mais qui n'avaient pas un certain nombre de projections, de programmes, de visions qui permettaient de voir de loin. Donc des partis politiques se sont créés. Vous savez, comme on avait interdit longtemps les partis politiques, à partir du moment où on a libéré l'espace politique, des gens se sont trouvés dans la peau de partis politiques. Je pense qu'il faut reconstruire le tissu social, permettre à la société de se retrouver au sein de ces formations politiques, que le personnel politique change, que les gens que nous avons vus tout le temps soient aujourd'hui pour nous des exemples et des conseillers pour permettre à une nouvelle génération de reconstruire un nouveau contrat social, un nouveau consensus national et surtout de considérer que le Togo ne vit pas en vase clos et que nous avons autour de nous des pays qui évoluent. Le Bénin qui est un exemple. Je suis en train d'organiser un forum sur le leadership féminin. Lorsque je vais voir des amis étrangers pour participer, on me dit si c'était au Bénin, on viendrait. Si c'était en Côte d'Ivoire, on viendrait parce que le Togo n'est pas forcément l'exemple d'un pays d'émergence. Je leur dis non. Ils ne vont pas rester dehors pour avoir un autre regard sur le Togo. Il faut venir. Parce que nous avons nous-mêmes vendu notre pays ailleurs. Nous l'avons mal vendu. Nous avons considéré qu'il faut continuer par parler mal de notre pays à l'étranger pour qu'on puisse nous écouter. Non. Le débat, c'est sur le terrain. Nous devons apprendre à nous regarder en face et à nous dire un certain nombre de vérités. Qu'on laisse les problèmes de vie privée, ce qu'ils appellent, entre griffes, les casseroles, et qu'on a un débat d'intellectuels. Qu'on élève le débat et pour qu'on sache que lorsque je pose des problèmes, je dois poser en même temps les lignes directrices pour avoir les solutions. C'est de ça que le peuple a besoin. Que vous mangez du caviar chez vous, que vous ayez 10 voitures, que vous ayez 5 femmes ou que vous ayez 10 maîtresses, à la limite ça ne concerne pas beaucoup les Togolais. Comment il faut faire pour qu'eux-mêmes ils puissent manger? Comment il faut faire pour les routes que nous sommes en train de construire partout, que tous les Togolais puissent y circuler, soit en moto, soit en voiture? C'est ce qui est important pour les Togolais. Donc je pense que c'est le débat qu'il faut avoir. Maître, dites-nous, tout de suite dans votre développement, vous avez reconnu qu'il y a eu beaucoup de ratés au sortir de cette conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, quelle est la panacée? Est-ce qu'il faut toujours rester claquemuler dans un mutisme? Il faut toujours discuter? Ou bien, quelle est votre approche pour qu'aujourd'hui on puisse trouver une solution? Il y a d'abord le manichéisme que nous vivons en politique, qui fait que lorsque vous tenez un langage qui ne plaît pas à l'autre, il a vite fait de vous mettre dans une catégorie. Il faut dépasser déjà ça. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans l'ANC que quand je parle, je ne peux pas forcément épouser un certain nombre de positions de l'ANC. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans l'UNI que tout ce que les gens au pouvoir font, il faut les jeter au pilori. Non.
Il nous faut aujourd'hui d'abord sortir, rompre avec le manichéisme que nous avons en politique. Nous sommes les bons, nous sommes de côté, les mauvais sont de l'autre côté. Non, moi j'ai plein d'amis dans tous les deux côtés parce que je fais un travail qui m'oblige à être avec tout le monde. D'abord ça. Deuxièmement, il nous faut reconnaître que notre parcours a été parsemé d'erreurs stratégiques. Aussi d'un camp que de l'autre, nous ne sommes pas fait confiance. Nous nous sommes regardés en chaîne de confiance. Vous avez évoqué beaucoup d'accords, beaucoup de dialogues et tout ça. Les gens allaient à ce dialogue, moi je n'ai jamais eu le privilège d'y être. Les gens allaient à ce dialogue déjà en disant que ça va échouer parce qu'ils ne se faisaient pas confiance. On ne peut pas aller à un dialogue pour obtenir un consensus et dire a priori que ça va échouer. Donc la troisième chose qu'il faut pour que nous puissions tirer avantage de ce que nous sommes allés faire dans la France, dans Fazao, il y a 25 ans, c'est qu'on revisite notre histoire en disant d'où nous sommes partis. Parce que moi, lorsque je suis rentré à l'université, je ne pouvais même pas lire un journal qui n'est pas le journal du Togo. Nouvelle Marché à l'époque. Si tu lis un autre journal, tu ne rentrerais pas chez toi. Aujourd'hui, il y a des journaux partout. Aujourd'hui, nous avons ces débats-là. Donc, il faut lire notre histoire, voir ce que nous avions apporté à la construction de notre pays, rebâtir un nouveau contrat social où tout le monde doit être impliqué. On doit se faire confiance, ceux d'en face. Parce que lorsque je rentre chez quelqu'un, je vous donne un exemple qui me choque aussi souvent. Lorsque je rentre demander une faveur, un service, ou proposer même un service à quelqu'un, le regard qu'il porte sur moi, c'est de dire, mais ce garçon, c'est un opposant. Un opposant n'a-t-il pas besoin de vivre? N'est-il pas togolais? S'il est compétent, nous ne devons pas lui donner la chance de mettre en nous. Ou alors, lorsque vous vous réunissez, que vous êtes entre vous, et que quelqu'un que l'on sait de l'UNI vient, on se tait, on commence par se lever, et on s'en va. Lui, n'a-t-il pas besoin de participer au débat? Non, je crois que c'est cela que nous sommes en train de prôner, nous, au niveau du cercle d'initiative citoyenne pour le changement et le challenge en Afrique, pour que les choses puissent évoluer. Alors, vous êtes partie aussi de la plateforme citoyenne Justice et Vérité. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites pour la réconciliation, l'unité nationale et surtout la question des réformes? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la plateforme citoyenne? Vous savez, ce n'est pas aisé de parler d'un certain nombre de choses dans ce pays. Parce que les gens ont des idées arrêtées. J'ai le privilège de participer à l'atelier du H-Chrome. On en parlait tout à l'heure. Oui. Les gens ont les idées arrêtées. Ils se disent, cette tribunal n'est pas appropriée pour parler de ça. Donc on n'y va pas, ou on ne va pas aller, on ne va pas contribuer à faire avancer les choses. Toutes les occasions aujourd'hui pour les Togolais de se parler, de se regrouper, de se dire un certain nombre de choses sont nécessaires. Ce n'est pas parce que moi, à Tomessan, je ne suis pas encarté uni que quand j'adresse une correspondance au président de l'UNI de venir à une conférence, il ne viendra pas parce qu'il considère que c'est un îlot d'opposants. Non. On a ses amis, on ne peut pas les rejeter parce qu'ils sont d'une classe politique. Je donne un exemple. Maître Isabelle Amegambi, je suis de même mère qu'elle. Je le dis, je suis de même mère parce que moi j'ai vécu avec la maman de Maître Amegambi, Isabelle. Cette dame s'est occupée de moi de la première année de l'université jusqu'à la dernière année de l'université, en même temps qu'Isabelle Amegambi. Aujourd'hui, Isabelle Amegambi a son parti politique. Elle a sa position, ce n'est pas pour autant que nous ne sommes plus des frères et sœurs. Si j'organise quelque chose ou je m'engage sur un truc où je sais que Maître Amegambi peut m'apporter intellectuellement sa contribution, je la mets. Ce n'est pas parce qu'elle est sur ce programme-là que c'est un travail des opposants. Non. Je crois qu'il faut sortir de tous ces... Ce sont les avatars de notre cheminement politique depuis les années 90. Et cela, il faut les tuer pour que le vrai Togolais puisse naître. Ok. Maître Atomessan, vous étiez à l'ouverture de l'atelier du H-Chrome. Le Premier ministre, je sais très bien que vous n'êtes pas du gouvernement, mais le Premier ministre avait déclaré dans son discours que nous n'avons plus droit à l'erreur. Et plus loin, il disait que le Togo est notre patrimoine commun. Est-ce que vous avez foi en ces messages, à ces phrases-là que le Premier ministre avait prononcées lundi dernier? Oui. Mais il ne faut pas considérer que le Premier ministre
est un homme neutre comme vous et moi. C'est un politique. Mais il s'est vêtu de l'habit du leader, du dirigeant d'un pays. Il est le premier ministre de tous les Togolais. Ce mot revient parce que Kofi Go l'avait dit au sortir de la conférence lorsqu'il a été élu, que je suis devenu le premier ministre de tous les Togolais. Mais encore faut-il que nous, qui ne sommes pas d'accord avec lui, nous le regardions comme le premier ministre de tous les Togolais. Je pense que si il y a eu cette rencontre et toutes les autres qui sont prévues, c'est qu'il y a quelque part une volonté de faire avancer les choses. Vous savez, le fait de dire les mêmes choses chaque fois, de revendiquer les mêmes choses chaque fois, parce que chaque fois, quand je dis à mes clients, non, moi je suis retenu cette semaine pour la réunion du HCOM, il dit, ah, mais si c'est ça, il faut aller parce que nous voulons que ça change dans ce pays. Nous voulons que les réformes soient faites, que les questions de décentralisation soient réglées, pour qu'on passe à autre chose. Parce qu'on a l'impression que nous sommes dans un pays à part, que notre pays ne représente rien alors que nous avons beaucoup de choses à offrir à l'étranger. Donc je pense que ce que le Premier ministre a dit, c'est un discours rassembleur. Il a le devoir de le dire. Maintenant, il faut le transformer en réalité et en concrétisation. C'est tout. Alors, vous participez donc à la télé du HCOI, ouvert depuis le 8 dernier. Y a-t-il des raisons d'espérer, maître? D'abord, j'ai dit dans la salle que la forme de l'atelier ne me convenait pas beaucoup. Parce que nous allons encore rentrer dans des discours intellectuels. La preuve, le débat qui a eu lieu autour de la rue de mai hier est un discours académique où un professeur d'université, soit dit en passant, d'une grande brillance, est venu nous parler des régimes constitutionnels. Je pense qu'aujourd'hui, les Togolais connaissent ce que c'est qu'un régime, tous les régimes que nous avons, du moins ceux qui ont été à l'école comme vous et moi, ou ceux qui s'intéressent à la politique, savent ce que c'est que... Mais le Togolais Blanda veut savoir quel est le président de la République que nous voulons élire. Si on l'élit, il restera au pouvoir pendant combien de temps? Dans quelles conditions il faut l'élire? Quelles sont les conditions à mettre en place pour que son élection ne donne pas lieu à des contestations? D'où la nécessité de former les citoyens à ce que c'est la valeur du vote. Et ça, ce débat-là, il importe de l'introduire par des exposés de grande qualité comme ceux que nous vivons, je viens de là. Mais il faut dresser un certain nombre de portraits robots, dessiner ce que doit être la prochaine République, celle pour laquelle les Togolais demandent qu'il y ait des réformes. Mais mieux que ça, il nous faut, au sortir de cet atelier, que les Togolais sachent que la prochaine étape, c'est la mise en place de la commission qui va rédiger la loi fondamentale. Et quel est le contour, quels sont les contours de cette loi fondamentale? Moi, j'ai dit dans une interview à l'ouverture que cette constitution doit prendre en compte les standards internationaux, les réalités internationales aujourd'hui, et mais le contexte togolais qui est assez particulier pour que demain, nous ne soyons plus à dire que cette constitution a été faite pour les uns contre les autres. À partir de ces réflexions, la commission doit avoir des éléments pour que très rapidement, une ossature de la Constitution soit mise en place et que le processus politique soit enclenché. Mais au-delà de tout ça, il faut que la volonté politique au haut niveau s'affirme et s'intègre réellement dans ce mouvement de réforme. De la même manière, je trouve qu'il est absurde de considérer que quelqu'un accepte de faire une réforme contre soi-même. Ça voudrait dire qu'il faut donner des garanties à ceux qui sont au pouvoir que cette réforme-là, ce n'est pas contre eux, mais c'est pour l'avenir. Et ça, c'est un débat pour les politiciens. Pour ce qui nous concerne au niveau de la société civile, de la plateforme, nous travaillerons par un travail, par la pédagogie, l'information, afin d'ancrer cela dans l'esprit des Togolais, pour qu'à un moment donné, ils puissent accepter un certain nombre de réalités
Mais lorsque nous aurons l'occasion, lorsque l'occasion nous est donnée de rencontrer les autorités, de leur dire que le peuple a besoin d'avancer. Tous les ingrédients du développement de notre pays sont mis en place. Les mécanismes de l'émergence sont visibles dans notre pays. Le bon qualitatif que nous avons à faire dépend des réformes politiques et institutionnelles qui sont en train de discuter dans la salle Fazao. Ironie de l'histoire, le hasard de l'histoire, c'est peut-être de la salle Fazao que sortira la fumée noire pour notre nouvelle constitution. La fumée blanche, pardon. Alors, au regard des rendez-vous du passé, des rendez-vous manqués du passé, faites-vous confiance aujourd'hui aux autorités togolaises pour mener à bien le processus des réformes dans le sens des intérêts du peuple? Mon père m'a dit, ne fais jamais de politique parce que les politiciens ne sont jamais sérieux. Ils ne disent jamais la vérité. Moi, je ne fais jamais confiance aux politiques. J'écoute leur langage, je les analyse. Et je prie seulement que ce qu'ils disent, ils le fassent. Il faut désormais que dans notre pays, ce que le politique dit, qu'il le fasse, et ce qu'il fait, qu'il le dise. Ce sera la seule. Parce que lorsqu'il manque aussi de communication, quand le politique pose un acte majeur et qu'il ne communique pas là-dessus, qu'il n'explique pas, le commun des mortels ne sait pas le sens de cet acte. Donc il faut aujourd'hui considérer que nous devons faire confiance à notre classe politique, de quelque bord que ce soit, pour que les choses avancent. Même ceux qui ne sont pas dans la salle Fazao, qui ont leurs raisons, et ce qui me paraît, et je crois que quelqu'un de vous l'a dit sur le plateau tout à l'heure, ce qui me paraît anecdotique, parce que quand on scrute l'histoire, c'est parce qu'on a boycotté que nous sommes dans cette situation. Pourquoi continuer par utiliser les mêmes armes qui nous ont créé des problèmes par le passé? Ok, maître, vous convenez avec nous qu'il y a certains partis politiques qui ont adopté ce qu'on appelle la politique de chaise-vide. Bon, aujourd'hui, nous savons que le gouvernement, lorsque le gouvernement prend des décisions, ça c'est une assise élargie, l'applicabilité piétine. Nous avons eu beaucoup d'accords dans le temps. Oui. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, ça serait appliqué à l'instant même où le H-Croun sortira, je ne sais pas, des recommandations? Est-ce que ça serait applicable illico presto? Il ne faut pas. Vous savez, le politique n'offre jamais une brèche quand il n'a pas un pendant. Je crois que la brèche qui est ouverte aujourd'hui par cet atelier me paraît la meilleure pour arriver au moins des réformes, pour que ça accouche d'un test. Maintenant, quelle est la nature de ce test et dans quel délai cela sera voté? Ça, c'est le rythme, le calendrier du gouvernement qui le permet. Mais je ne suis pas convaincu que le gouvernement puisse accélérer un processus de décentralisation avec l'élection des conseillers municipaux et des maires s'il ne s'est pas assuré d'une certaine possibilité de recueillir, de remporter les villes les plus importantes. C'est dans l'ordre naturel des pouvoirs, que l'on soit en Afrique ou ailleurs. Lorsqu'on veut organiser des élections, on s'assure que l'on pouvait gagner autant de... Donc, le calendrier, la diligence ou la rapidité de ces réformes dont nous sommes en train de dessiner les pistes, je considère que nous sommes en train de dessiner les pistes dans la salle Fazao. Cette rapidité n'est liée que par la certitude ou l'assurance que le gouvernement a de voir que le processus ne lui échappera pas. De toute façon, ne nous voilons pas la face. Nous sommes dans un système où les gens ne sont pas préparés à partir du jour au lendemain. Si on oublie cette réalité, c'est qu'on est idiot. Depuis 2005, des gens sont revenus de France, d'Allemagne, de Suisse, qui sont autour du pouvoir et qui ont trouvé une autre qualité de vie qu'ils n'avaient pas en France. Moi, je connaissais des gens qui sont aujourd'hui conseillers, qui sont ci, qui sont ça, qui n'avaient pas cette qualité de vie. Vous les voyez 10 ans après, partir comme ça sans être assurés qu'il y aura un partage équitable. Ils ont pris goût du pouvoir. Voilà, donc ils jouissent du pouvoir. Ça, ce sont des réalités qu'il ne faut pas perdre de vue. Et à partir de ce moment, le rythme des réformes sera
au regard des assurances que les uns et les autres se donneront. De la même manière, ceux qui sont dans l'opposition, ils y sont depuis longtemps. Ils commencent par prendre de l'âge, ou du moins par s'essouffler. À un moment donné, ils voudront aller obtenir des gages. Mais à partir de ce moment-là, il faut que ça soit sincèrement donné, ces gages-là. Donc je pense, pour revenir à votre question, que ces réformes auront lieu, comme on dit, choco-choco, mais ce sera au gré et au rythme que le gouvernement voudrait lui imprimer, après s'être donné toutes les assurances. Alors, une dernière question. Hein? Oui. Alors, on se dit que la classe politique togolaise est divisée. Alors, est-ce que vous pensez que la société civile a les moyens pour influencer sur le processus de réforme dans le bon sens? Bon, d'abord, j'ai dit, je ne partage pas cette position avec mon ami Spero, mais je ne continue pas à dire que la société civile togolaise est à l'image de la classe politique togolaise. C'est une société civile assez politisée. De toute façon, c'est un fait psychologique. Lorsque vous aimez quelqu'un, même si vous voulez parler mal de lui, les mots que vous utilisez sont différents et sont plus doux que les mots. Ou alors, si vous n'aimez pas la personne, quand vous voulez parler de cette personne-là, les mots que vous utilisez sont différents. Ça, on ne peut pas se voiler la face. Et on ne peut pas se dire que moi, je me réclame de la société civile, mais je ne peux pas cacher que je suis progressiste. Je suis pour que le changement prenne une autre forme. Il ne faut pas se voiler la face. Mais seulement, moi, je pense que la méthode utilisée par certains ne convient pas au contexte de notre pays. Donc si je veux que les choses changent, peut-être que d'autres ne veulent pas que ça change. Même s'ils sont minoritaires, ils ne veulent pas que ça change. Je suis forcément leur ennemi. Par contre, au niveau de la société civile, nous avons nos credos. Notre credo, c'est les libertés publiques. Que les libertés publiques soient assurées, que les droits économiques et socio-culturels soient une réalité dans notre pays. Mais lorsque vous êtes dans ce combat-là, vous avez forcément devant vous des ennemis, des adversaires. Qui est-ce qui voudrait qu'on aille, au nom de la liberté de parole, qu'on aille dire qu'il a détourné de l'argent? Qui est-ce qui voudrait qu'au nom de la transparence, qu'on dise qu'il a fait ci en tant que directeur de société? Forcément, vous avez quelques... Or, notre société civile, aujourd'hui, a l'obligation de s'insérer ça. C'est pour ça que lorsque j'ai vu des associations se mettre avec les politiques à un moment donné pour revendiquer un certain nombre de choses, j'étais dubitatif. Je me suis dit que notre pays n'est pas préparé à ça. Parce que notre société civile a été fomentée au goût des manipulations et des récupérations à telle enseigne qu'il faut qu'une nouvelle société civile se crée. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que moi, vous ne me verrez pas prendre un certain nombre de positions aujourd'hui à telle enseigne que mes amis ou certains disent que je suis rentré dans les rangs, que je suis allé à la mangeoire. Mais Dieu seul sait quelles sont les difficultés que j'ai pour tenir mes fins du mois. Parce que moi, je dis, si je dois aller du côté où se trouve l'argent, je dois le faire avec beaucoup d'exigences pour que je sois à l'abri du besoin. Mais si tu vas là et que demain, 5 ans après, tu te retrouves dans le besoin, ce n'est pas la peine. Il faut rester dans ta position. Donc, notre société civile a besoin de se réformer. J'avais, la dernière fois au siège de notre association, organisé une conférence. Quelle société civile pour un pays émergent? Et au cours de cette réunion... Pour vous, le Togo est un pays émergent? Non, le Togo se veut un pays émergent. Okay. Le sujet, c'était quelle société civile pour un pays en quête d'émergence. Le Togo est un pays en quête d'émergence. Quelles sont les conditions qu'il faut créer pour qu'il y ait cette émergence? Et quelle est la partition que la société civile doit jouer? Et je pense que la société civile a eu un rôle important à jouer dans un processus d'émergence qui est aujourd'hui un passage obligé pour beaucoup de nos pays pour sortir d'un certain nombre de choses parce que la mondialisation est passée par là. Donc pour que nous puissions participer à ces questions de réforme, nous devons avoir assez de recul vis-à-vis des partis politiques. Nous devons avoir assez d'imagination pour faire des propositions, pour proposer des choses qui à la limite restent dans la neutralité ou qui restent concrètes et qui permettent aux gens de se déterminer. Mais si nous sommes dans le mouvement de ceux qui disent qu'il faut la réforme, la limitation de mandat rétroactive tout à l'heure, on va nous tasser d'être du côté du CAP 15. Lorsque nous disons
non, les réformes, on veut les avoir, mais à un rythme à la togolaise, on va vous dire, il est allé à unir. Donc, vous savez que donc, notre tâche est difficile lorsqu'on est dans la société civile. Maître Sylvain Tomessin, l'émission s'achève ainsi. On vous laisse la possibilité de placer le mot de fin dans notre commission actuellement sur LCF, City FM et aussi sur le www.lcftogo.com. Merci beaucoup d'abord de m'avoir permis de parler de la conférence nationale. Ça fait 25 ans que nous en sommes sortis. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir été à ces assises, d'avoir vécu l'effervescence qui avait animé ces travaux et d'avoir aujourd'hui le recul nécessaire pour dire qu'il reste beaucoup de choses à faire. Il nous faut retourner vers les archives de la conférence nationale à qui les gens reprochaient de s'être déclarés souveraines pour tirer un certain nombre de choses parce qu'en ce temps-là, les Togolais ont découvert qu'aller à l'école était une bonne chose. Lorsque nous venions à la maison, une bonne dame me disait, mais Sylvain, ce que lui ignorons, parce que les Togolais, puisque les débats étaient en direct, les Togolais ont compris que nous avons des gens dans notre pays. La deuxième chose, c'est de partager l'espoir que, une fois pour toutes, et cette fois ça doit être la bonne, que les assises de cet atelier dégagent des éléments d'une construction d'une nouvelle société, éprise de justice, d'équité, mais surtout de progrès et de démocratie pour notre pays, pour que nos enfants qui nous regardent depuis des années se disent que enfin nos papas, nos parents ont réussi à faire quelque chose et ont donné au Togo l'or qu'il mérite étant, comme le dit dans notre hymne. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions nos invités, Jean-Baptiste Atisso du Cœur du Parti Togo et aussi Alassani Antaro de Vérité des Peuples. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.